Bonjour à tout le monde et merci d'être là pour finalement ce premier temps pour vous présenter le dispositif régional qui a été mis en place ou qui se met en place en Nouvelle-Aquitaine avec cette co-responsabilité avec le docteur Berger. Donc on va vous présenter comment on a imaginé ce dispositif. Alors imaginez bien sûr aussi avec de nombreux partenaires du terrain qu'on a rencontrés effectivement depuis 2018 dans le cadre de l'appel à projet national. Donc on va essayer de vous montrer comment on a imaginé l'organisation de ce dispositif et comment on imagine le mettre en œuvre, ou on va le mettre en œuvre dans les mois à venir. Alors, en préambule, parce que quand même, avant de parler du dispositif régional, il nous semblait important de faire un petit rappel du psychotrauma, ou en tout cas de ce à quoi on va s'intéresser dans la prise en charge. Alors, ce sera un rappel bref, parce qu'on va revenir sur ces différents sujets pendant ces 2 jours ensemble, donc c'est vraiment en ouverture et en préambule. Alors, effectivement, ça... Vous le savez, quand on parle de psychotraumatisme, on se réfère notamment à Louis Kroc, et effectivement, le psychotrauma, c'est une effraction psychique, un débordement des défenses psychiques suite à la survenue d'un événement traumatique qui va à un moment donné menacer à la fois l'intégrité physique, mais également l'intégrité psychique de la personne. C'est vraiment la confrontation avec le réel de la mort, que ce soit un individu, finalement, que cette confrontation à l'événement traumatique ait impacté directement la personne, mais également pour les personnes qui ont été témoins, ou même les acteurs. Alors cette notion, finalement, d'événement traumatique, on la retrouve dans les critères diagnostiques du DSM-5. C'est effectivement le fait d'avoir été exposé à la mort, ou finalement à une menace de mort, le fait d'avoir été victime, témoin, d'une blessure grave ou d'une menace de blessure, mais également, bien sûr, les violences sexuelles constituent en tout cas un événement traumatique particulièrement violent. Et puis, effectivement, le fait d'en avoir été directement victime, également d'avoir été témoin ou d'avoir été informé, et ça, c'est notamment le cas, on en a parlé dans le cadre du deuil traumatique, qu'un des proches avait été victime de blessures graves ou de mort. Et puis ce qui était intéressant dans le DSM-5, en tout cas qui rappelle, c'est le fait d'avoir été exposé de façon répétée à des événements traumatiques. On le reverra dans le cadre de ce colloque, que ce soit dans le cadre des maltraitances faites sur les enfants, dans le cadre des violences conjugales, dans le cadre du harcèlement sur le lieu du travail. Cette exposition répétée constitue également, bien sûr, des événements traumatiques, et on verra avec une clinique psychotraumatique particulière. Alors la clinique psychotraumatique, là aussi, ça a été abordé tout à l'heure dans la présentation du CN2R. On va avoir une clinique qui va être évolutive en fonction, bien sûr, du délai entre l'événement traumatique et puis le temps qui va se passer après cet événement traumatique, mais également en fonction de la survenue répétée, la répétition de ces événements traumatiques, et les prises en charge qu'on va pouvoir proposer aux patients ne vont pas être les mêmes si on intervient immédiatement ou dans les jours qui suivent l'événement traumatique, ou si effectivement on arrive 10 ans, 20 ans après l'événement traumatique, ou lorsqu'on est 20 ans après de nombreux événements traumatiques. Il va falloir adapter notre prise en charge à une clinique et aux patients qu'on va avoir en face. Donc on ne peut pas être dans une prise en charge de toute façon qui va être similaire pour l'intégralité des patients, parce que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la problématique du psychotrauma, elle couvre un très grand nombre de situations, et donc avec des prises en charge qu'on va devoir adapter à ces patients. Alors c'est vrai que la prévalence des psychotraumas, parce qu'il y en a plein. Alors on a effectivement des études en France qui ont été faites sur le trouble de stress post-traumatique, donc sur finalement une présentation clinique spécifique en tout cas, qui est celle du trouble de stress post-traumatique, avec prévalence là dans l'étude justement qui avait été faite par le professeur Veva et collaborateurs, qui retrouvait une prévalence de trouble de stress post-traumatique et de trouble de stress post-traumatique subsyndromique d'environ 5% en France, mais effectivement, ça ne se limite pas
en tout cas la clinique psychotraumatique aux troubles de stress post-traumatique, et notamment quand on est dans le cadre de violences répétées, de maltraitance. On sait la problématique des violences faites aux femmes, les violences conjugales, on en parle beaucoup à l'heure actuelle dans le cadre du Grenelle de violences conjugales. C'est environ 220 000 femmes qui sont victimes de violences physiques par an en France. Quand on parle des maltraitances dans l'enfance, il y avait l'enquête Vie Santé qui a été réalisée en 2006, qui retrouve qu'environ 15% des hommes et 8% des femmes ont été victimes de violences physiques dans leur enfance de façon répétée. On est sur des prévalences qui sont de 12% des hommes et 17% des femmes qui ont été victimes de négligence, de carences graves dans leur enfance de façon répétée. Et dans cette enquête, c'est 0,2% des hommes et 2,5% des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles répétées dans leur enfance. Donc on est vraiment sur des problématiques majeures de santé publique parce que les conséquences finalement de ces événements traumatiques, qu'on soit sur des événements traumatiques uniques ou encore plus, je dirais, dans les problématiques de violences répétées, de violences dans l'enfance ou de violences conjugales, en tout cas de violences sur une durée prolongée, c'est qu'on va avoir des troubles psychiques qui vont être extrêmement importants, extrêmement invalidants, avec des troubles qui sont chroniques, avec une présentation clinique qui est extrêmement variable, avec des comorbidités, la dépression, les troubles addictifs, qui effectivement vont générer un coût social extrêmement important et vont avoir un impact sur la qualité de vie de nos patients et de ces personnes victimes, en tout cas qui ont été impactées par des événements traumatiques. Et cette chronicité finalement des troubles et cette finalement extrêmement diversité des symptômes cliniques font que ce sont des personnes qui vont bénéficier de prise en charge psychiatrique, de prise en charge psychique, mais pas forcément toujours adaptée en tout cas à cette clinique psychotraumatique et donc avec des durées de prise en charge sur les CMP extrêmement importantes, d'où la nécessité à un moment donné de repenser l'offre de soins pour cette population ou pour ces populations particulières. Et puis effectivement, ces dernières années en France, il y a eu d'autres types de populations auxquelles on s'intéresse particulièrement. Alors, on en a parlé, hein, les personnes victimes d'actes de terrorisme, mais également les personnes qui sont confrontées à des parcours migratoires avec dans leur chemin, alors soit dans leur pays d'origine, soit sur le chemin de l'exil, vont être confrontées à de nombreux événements traumatiques, que ce soit des adultes ou des mineurs, et effectivement la problématique des mineurs non accompagnés, notamment au niveau régional, hein, effectivement que ce soit à Bordeaux, mais également à Poitiers, avec une nécessité de prise en charge pour cette population, et là aussi, qui n'est pas la même que pour d'autres populations confrontées à des événements traumatiques. Et puis les catastrophes naturelles, que ce soit effectivement les inondations, les tempêtes, les ouragans, qui peuvent là aussi entraîner des situations traumatiques. Donc c'est face finalement à cette réalité, à cette multiplicité et à cette difficulté de prise en charge qu'au niveau territorial, la question de la prise en charge des victimes fait vraiment l'objet d'un focus, en tout cas d'une volonté et d'une inscription dans les projets territoriaux de santé mentale, parce que ce qui remonte à la fois des patients, des usagers et des professionnels, c'est qu'il y a un réel besoin de prise en charge spécialisée. Alors, oui, il faut des prises en charge spécialisées, mais il faut également améliorer le repérage, finalement, des troubles psychotraumatiques dans leur ensemble. Donc ça passe, et on en reparlera par des actions, bien sûr, de formation et de sensibilisation, mais c'est bien de repérer, mais une fois qu'on a repéré, effectivement, là aussi, il faut savoir vers où orienter, d'où la nécessité vraiment d'augmenter, en tout cas, les compétences et de pouvoir proposer des prises en charge spécialisées pour ces personnes-là. Mais ce qui remontait également des territoires, c'est qu'on manque de professionnels vraiment formés à ces prises en charge thérapeutiques spécifiques, d'où là aussi cette nécessité d'augmenter la formation. Nous avons choisi de vous présenter donc nos 2 projets territoriaux de santé mentale. On va commencer par celui de la Gironde. Le 28 juin dernier, le projet territorial de santé mentale a été signé en présence de Michel Lafourcade à Charles Perrins.
Alors c'est un document, finalement, c'est tout un travail qui a pris plusieurs mois, près de 18 mois, mais qui n'a pas été fait finalement pour rien, parce que ça a permis d'avoir un diagnostic exhaustif de l'existant en termes de ressources, mais aussi en termes de besoins. Pour celui de la Gironde, 23 fiches actions ont été dégagées et devront être mises en place sur les 5 années à venir. Il m'a été confié, de par mon expérience dans le champ de l'urgence psychiatrique, le groupe 4. Groupe 4, en fait, la priorité 4 du PTSM, elle est définie comme étant la gestion et la prise en charge des situations d'urgence et de crise. En sachant que je me suis attachée à le répéter dans ce groupe qui était mouvant et finalement où on a accueilli au fur et à mesure différents acteurs de différents champs de compétences, que la santé mentale, ça dépasse largement effectivement les frontières de la psychiatrie et largement les frontières du sanitaire. Et qu'en fait, certaines personnes, patients, victimes, avaient besoin à un moment donné, certes, d'avoir recours à des soins psychiatriques, mais finalement, avant d'y avoir recours, pouvaient avoir un premier contact avec des professionnels qui intervenaient dans d'autres champs. Donc, dans ce groupe, après avoir fait le constat que la problématique des transports, des hospitalisations sans consentement, on n'allait peut-être pas la régler là, on s'est dit qu'il fallait peut-être être plus pragmatique et voir comment on pouvait faire et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et il s'est dégagé rapidement, au décours de l'été 2018 que nous avions passé, de pouvoir mettre en place un groupe dédié à la prise en charge des victimes de violences conjugales. Donc, on a mis autour de la table, certes, des spécialistes de l'urgence et de l'urgence psychiatrique, mais aussi d'autres acteurs qui interviennent dans ce champ-là et qu'ils soient associatifs, représentants des forces de police, le SDIS, des avocats, des dentistes, des gynécologues, des gynéco-obstétriciens, notre collègue Karine Dabadi de l'UMJ. On a aussi mis en place convié des urgentistes de MCO, des pédiatres. Ça a été quelque chose d'extrêmement vivant et partagé et on est arrivé à avoir un groupe très très actif. Et on a essayé en fait initialement de savoir, moi j'avais bien vu l'année dernière dans le cadre de l'appel à projet que finalement avoir des chiffres au niveau du sanitaire, c'est ce que on disait tout à l'heure par rapport au codage diagnostique, je pensais que ça allait être à peu près simple. Et finalement, on s'est aperçu que si on voulait pouvoir évaluer les besoins, il fallait déjà partir de savoir combien de personnes allaient devoir être prises en charge et qu'au niveau, si ce n'est de chez nous, au niveau de notre groupement hospitalier de territoire, finalement, avoir des chiffres fiables, on ne pouvait pas les avoir. Effectivement, on n'est pas très discipliné en termes de codage diagnostique. Et une future maman va se présenter à la maternité pour une menace d'accouchement prématuré. Aux urgences pédiatriques, un ado va arriver pour des troubles anxieux ou des automutilations. Ça va être coté, mais en fait, on ne va pas prendre les aides dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a mené une première campagne de sensibilisation dans le cadre du groupement homogène de territoire, avec en appui le DIM de territoire, et on a fait une lettre où on s'était mis d'accord, mais que ça soit au niveau associatif, au niveau social, au niveau sanitaire, psychiatrique et autres, de quel diagnostic utiliser. On en a retenu 2, le Z61.7 et le Z63.0. Alors vous irez voir dans la CIM10, mais ce sont pour les adultes et pour les enfants, pour avoir une grille de lecture commune et pour pouvoir finalement à terme, via le GHT, via le DIM de territoire, avoir une lecture commune du recours aux sanitaires au sein de notre département déjà, et de savoir. Mais les associations s'en sont saisies également. Puis on s'est aperçu finalement qu'il y avait plein de compétences sur notre département, qu'on ne se connaissait pas forcément tous les uns les autres, qu'on ne savait pas ce que l'autre faisait et qu'on n'était pas forcément très bien articulé. Et c'est un des grands atouts en fait, du PTSM de pouvoir faire cet état des lieux et de faire en sorte que tout le monde se parle. La fiche action numéro 15, elle est spécifique donc, pour le territoire de la Gironde au psychotraumatisme et elle propose de mettre en place un dispositif de soins gradués. On a aussi fait le constat, et un des premiers projets du PTSM de la Gironde touche peut-être la psychotraumatologie, mais dans un autre angle. Cet été, on a répondu à un autre appel à projet qui s'appelle le Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie.
On a réfléchi, puisque dans ce groupe-là, on devait parler de la problématique des transports des patients, à un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, de l'acculturation réciproque, à la mise en place d'interventions conjointes. On s'est dit qu'il fallait mieux, en fait, arriver à gérer la gestion préhospitalière des urgences psychiatriques avec nos collègues du SDIS, de la police, de la gendarmerie, les médecins généralistes et autres. Et en fait, dans ce dossier-là et le SAMU Centre 15, on s'est dit qu'ils avaient aussi besoin de formation et qu'on pouvait faire des formations en fait de manière pluriprofessionnelle. On avait tous finalement quelque chose à apprendre de l'autre. Et les formations, dans ce panel-là, il y aura des formations spécifiques pour les forces de police, pour les forces de gendarmerie, pour le SAMU Centre 15, y compris à la gestion de l'évaluation du risque suicidaire au téléphone, sur le champ de la psychotraumatologie et sur le champ des violences faites aux femmes, et elles seront assurées par la plateforme de Bordeaux. Et on a poussé aussi un peu la chose en disant qu'on allait également pouvoir proposer des consultations pour les professionnels exposés. Parce que finalement, nous les professionnels, que ce soit nous les psychiatres, mais aussi les autres, les policiers, les gendarmes, les pompiers, qui sont quand même très très mis à mal ces derniers temps, sont amenés à être confrontés, pas quotidiennement, mais en tous les cas plusieurs fois par semaine, à des situations potentiellement traumatogènes. Ils ont certes des ressources en interne pour pouvoir être débriefés, mais c'est parfois difficile, on se rend compte que parfois les consulter au sein même de son corps professionnel, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'au niveau du centre ressources, du centre régional psychotraumato de Sud-Aquitaine, on tient aussi à faire des liens avec des structures privées, et en particulier avec une unité qui s'appelle CapCivi, pour que finalement le privé puisse nous aider à ce moment-là pour débriefer des professionnels du sanitaire qui n'auraient pas envie d'être référencés ou qui n'auraient pas envie non plus d'être connus, et je pense aussi aux pompiers ou à la police ou autres, ou à des professionnels du champ sanitaire, que ce soit des gynécos, du SAMU ou des urgences, mais qui puissent aussi le faire en toute discrétion. Donc, dans la Vienne, on a été confronté à cette même problématique, et effectivement, au niveau de l'évaluation des besoins, ce qui était remonté était là. Finalement, ce qu'on a dit préalablement, c'était les difficultés pour orienter, les difficultés de prise en charge adaptées. Et donc, dans les fiches actions du PTSM 86, il y a également cette volonté d'améliorer la prise en charge des victimes de violences et d'autres événements traumatiques par notamment ce sur quoi on reviendra, hein, la nécessité de mise en place d'amélioration du réseau, de coordination de ce réseau-là, mais également d'actions de formation, de sensibilisation au psychotrauma et à la prise en charge thérapeutique des victimes, donc que ce soit vers les professionnels finalement qui interviennent auprès des victimes, quel que soit finalement le type de violence, mais également vis-à-vis des professionnels de la santé mentale pour améliorer les compétences. Mais c'est également la création d'une unité de soins spécialisée, donc qui a ouvert à Poitiers en septembre, donc pour pouvoir permettre, l'équipe du centre de psychotraumatologie est là aujourd'hui au congrès, donc vraiment pour pouvoir offrir des soins spécialisés, mais également pouvoir répondre aux besoins des professionnels, soit d'autres CMP, soit également des médecins généralistes, dans des actions soit de concertation pluriprofessionnelle, soit sur des actions de supervision qu'on a déjà mis en place à Poitiers, auprès notamment de centres de santé, où on les rencontre environ tous les 3 mois pour faire le point avec eux sur des situations de patients qui ont été confrontés à des événements traumatiques et pour les aider dans leur prise en charge. Alors, finalement, le contexte de la mise en place de ce projet fédératif de psychotraumato en Nouvelle-Aquitaine, on en a parlé. D'abord, c'est né de l'appel à projet national, alors qui faisait suite notamment au 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a réfléchi finalement à un cahier des charges, parce que dans ce 5e plan de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes,
il y avait le constat de cette difficulté de prise en charge pour les femmes victimes de violences qui se retrouvaient, on sait, en tout cas les enquêtes en population générale montrent qu'il faut en moyenne 10 ans pour qu'une femme victime de violences conjugales puisse accéder à des soins spécialisés. Donc pendant ce parcours-là, il y a une souffrance psychique extrêmement importante, donc il y avait vraiment une volonté. Et on a parlé d'Ernestine Ronay tout à l'heure, elle est finalement un peu le fer de lance de cette volonté de mettre en place des soins psychiques spécialisés. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il y a eu un cahier des charges qui a été élaboré et qui a permis finalement également d'intervenir dans le cadre de l'appel à projet national de juillet 2018, avec une annonce finalement des 10 centres retenus en novembre 2018, mais où finalement les projets portés en Nouvelle-Aquitaine n'ont pas été retenus dans le cadre de ce premier appel à projet. Néanmoins, ça on l'a dit également tout à l'heure, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a quand même souhaité soutenir la mise en place d'un dispositif au niveau régional parce que, comme l'avait dit tout à l'heure le professeur Veva, il n'y a rien sur le Grand Ouest en termes de dispositifs, où il n'y avait rien sur le Grand Ouest. Or, la région Nouvelle-Aquitaine est quand même une région extrêmement vaste, avec un bassin de population là également important. Et il semblait un peu étonnant qu'il n'y ait pas de réponse, en tout cas pas de dispositif pour la prise en charge du psychotrauma dans notre région. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de porter et de soutenir la mise en place d'un dispositif régional, donc avec des moyens dédiés au niveau régional, donc avec une note de cadrage qui nous a été soumise en mai 2019, avec lequel on a réalisé un certain nombre de rencontres avec des partenaires du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On a travaillé de nouveau sur un projet et un dispositif ensemble, et donc qui a été validé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine lors d'une réunion le 14 octobre 2019. Donc ce dispositif, finalement, en Nouvelle-Aquitaine, il va regrouper, et il regroupe un grand nombre d'acteurs. Certes, il va être porté par 2 plateforme de coordination, donc le docteur Berger et moi-même à Charles-Perrins et à Poitiers, mais bien sûr, il va s'appuyer, et il s'appuie déjà sur des compétences existantes sur le territoire. On a vu que finalement, la demande et le cahier des charges, que ce soit des centres régionaux, mais également du CN2R, c'est de s'intéresser à toutes les problématiques psychotraumatiques des enfants, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, de l'accident de voiture jusqu'aux maltraitances. Donc effectivement, ça regroupe un nombre d'acteurs et de personnes impliquées, de professionnels impliqués extrêmement large. Donc ça va être aussi un gros travail de mettre en lien ces personnes-là et tous ces domaines professionnels qui ont vraiment déjà des compétences dans la prise en charge de ces populations. Mais également, dans les partenaires essentiels, bien, il y a les universités présentes sur ce territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc les 3 universités principalement, Bordeaux, Limoges et Poitiers, parce que si la recherche ne fait pas partie du cahier des charges principal de ces centres régionaux, ça nous semble quand même extrêmement important de pouvoir développer, parce que l'amélioration du soin et également l'évaluation du travail qu'on va pouvoir proposer, eh bien, ça va impliquer de pouvoir faire des actions de recherche, également en lien avec le CN2R, donc ça nous semble important que les universités soient associées, et puis également par la formation qu'on va pouvoir ou les formations que nous allons pouvoir imaginer ensemble autour de la problématique du psychotraumatisme. Sans oublier également, bien sûr, le soutien du conseil régional, des conseils départementaux sur les territoires, qui sont des partenaires également importants dans le dispositif et qu'on va être amené à solliciter sous la forme d'actions spécifiques. Et puis les villes dans lesquelles, ou les grosses agglomérations, également la ville de Bordeaux, de Limoges et Poitiers, qui vont être également des partenaires dans ce dispositif.
Et puis enfin, sans oublier le service de santé des armées de Bordeaux, l'hôpital Robert Piquet, qui a une spécificité, là aussi une compétence reconnue dans la prise en charge du psychotraumatisme. Et donc ça nous semblait également important de l'associer de façon encore plus privilégiée dans la gouvernance du dispositif, pour pouvoir là aussi améliorer la prise en charge, ou en tout cas les dispositifs, parce que tout à l'heure, pour en avoir discuté avec un professionnel de Robert Piquet qui est dans la salle, ils ont des moyens limités pour là aussi prendre en charge des militaires de toute la région Nouvelle-Aquitaine, et donc ce lien finalement avec les centres et le dispositif qu'on va pouvoir mettre en place sur les territoires au plus près aussi de leurs patients semble extrêmement important. Donc les objectifs principaux des dispositifs, bien sûr, on va le revoir plus précisément, mais c'est surtout en premier lieu une cartographie des ressources pour pouvoir vraiment identifier les acteurs et les professionnels sur le territoire, afin ensuite de pouvoir structurer des offres de soins spécialisées, améliorer la coordination des acteurs, parce que, comme on l'a vu, il y en a plein, et donc il va falloir améliorer les moyens de communication, mieux se connaître sur les territoires. On a des moyens limités, et malheureusement, la santé psychique a aussi des moyens limités, donc il va falloir s'appuyer sur les ressources existantes et augmenter les compétences de façon vraiment, le but ultime est d'améliorer la qualité de la prise en charge pour ces personnes. Alors les objectifs, bon, c'est vraiment de pouvoir répondre à tout type de victimes, enfants, adultes, et de tout type de traumas, récents, anciens, uniques, multiples, de fédérer vraiment l'ensemble des professionnels concernés et structurer des parcours de soins. Alors, on l'a dit tout à l'heure, là aussi, l'importance de la prise en charge somatique, d'accord, et de faire ce lien avec les collègues du somatique, parce que là aussi, l'impact psychique des violences et des événements traumatiques, on le sait aussi maintenant depuis longtemps, ça va avoir des conséquences en termes de pathologie chronique physique, et donc il faut travailler avec ses partenaires, également psychologiques, sociaux ou du domaine judiciaire. Donc le dispositif au niveau régional, il est structuré en 3 niveaux. Le niveau 1, c'est vraiment les soins de proximité, ce sont les soins sur les territoires, donc les CMP, mais également les associations de victimes, les médecins généralistes, tous les professionnels qui peuvent à un moment donné prendre en charge psychiquement des victimes ou des personnes qui ont été confrontées à des événements traumatiques. Donc c'est vraiment, ici, ce niveau 1, il est réparti sur l'ensemble de la région. Le niveau 2, ce sont les plateformes de coordination. Donc, pour la zone nord Nouvelle-Aquitaine, donc la responsabilité en a été confiée par l'ARS au centre hospitalier Henri Laborie, donc avec une responsabilité qui est la mienne. Et pour la zone sud Nouvelle-Aquitaine, le centre hospitalier Charles Perrin avec le docteur Berger. Et puis le niveau 3, donc, qui est le niveau recherche, qui a été confié au CHU de Bordeaux. Okay. Donc ces missions des 3 niveaux, la mission du niveau 1, c'est la mission de soins, de dépistage, d'orientation vraiment quand c'est nécessaire et pour des situations complexes vers des acteurs et des professionnels spécialisés. Il n'est pas là aussi l'idée que les CMP ou les acteurs vraiment de niveau 1 ne prennent plus en charge les personnes souffrant de troubles psychotraumatismes. C'est vraiment la volonté d'augmenter en compétences sur les territoires, mais également de pouvoir filiariser, donc orienter, lorsque c'est nécessaire, vers des acteurs plus spécifiquement formés au psychotrauma. Le rôle des niveaux 2, et on va revenir, c'est vraiment un niveau d'animation du territoire, de formation, de recherche également, et puis de pouvoir accompagner lorsqu'on est sur des prises en charge de cas complexes, soit localement, soit sous la forme de téléexpertise. Le niveau 3, donc confié au CHU de Bordeaux, sur la recherche, mais également sur l'accompagnement méthodologique, si des acteurs du territoire souhaitent mettre en œuvre des recherches autour du psychotrauma.
et bien sûr le lien avec le CN2R dont on a parlé tout à l'heure. Donc la répartition de ces deux CRP, donc, je vous le disais, au niveau de la zone nord Nouvelle-Aquitaine, donc là, le centre hospitalier Henri Laborie, finalement, va coordonner l'ex-Poitou-Charentes, la subdivision Poitou-Charentes et la subdivision Limousin. Et puis, la zone sud, finalement, c'est l'ancienne Aquitaine. Ouais. Donc, les plateformes, notre rôle, ça va être prioritairement, en tout cas dans un premier temps, faire la cartographie des acteurs du territoire. Alors bien sûr, on ne part pas de rien. On a effectivement déjà un premier bilan, une première cartographie qui a été faite dans le cadre des PTSM. Il y a également une cartographie qui avait été faite à l'initiative du CACIS à Bordeaux et effectivement avec le soutien de la direction régionale des droits des femmes et de l'égalité, donc où on a aussi là une cartographie des acteurs sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et puis l'enquête flash du ministère d'octobre 2019. Cette première cartographie, finalement, va nous permettre d'identifier des référents départementaux qui vont après pouvoir mettre en place sur leur territoire, sur leur département, une offre de soins particulière. Donc ce rôle, c'est vraiment un rôle d'animation au niveau régional, d'appui, de soutien aux équipes de terrain. Alors en mettant ou en réfléchissant à des outils d'évaluation, notamment à l'élaboration d'un catalogue de formation, d'un plan de formation sur les territoires. Je vous disais également ces réunions de concertation pluriprofessionnelles et la mise en place d'outils d'information, de sensibilisation pour les professionnels et pour la population générale. Ce plan de formation régional, on va le faire, donc c'est le recensement des actions de sensibilisation, de formation qui sont déjà existantes, en lien avec ceux bien sûr mis en place par les GHT, et puis avec vraiment ce souhait de pouvoir régulièrement regrouper tous les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de colloques régionaux, donc en alternance. C'est le premier, le prochain se passera à Poitiers, avec à la présentation d'un bilan d'activité au cours de ces colloques. Les plateformes, elles ont également une mission de soins sur leur territoire, ça c'est important de le rappeler, une mission de niveau 1 sur leur département, mais avec vraiment une volonté d'améliorer et de pouvoir mettre en place notamment dossiers de soins communs avec les autres centres régionaux en partenariat avec le CN2R, et puis de pouvoir accompagner, dans certains cas, sur les situations complexes, à la demande des autres territoires. Les référents départementaux, ils auront vraiment un rôle important. Finalement, c'est un modèle d'organisation assez similaire à ceux des CUMP. C'est vraiment un professionnel ou des professionnels du territoire qui vont pouvoir, avec l'appui des responsables de plateforme, structurer l'offre de soins spécialisée, bien sûr en s'appuyant sur ce qui existe déjà sur le territoire, et de développer les réseaux de partenaires et de soutenir les actions de sensibilisation et de formation. Donc voilà en gros, schématiquement, le parcours du patient. Il faut que j'accélère parce que le temps passe. Les rôles et missions du niveau 3, on l'a dit, c'est des actions de recherche et de soutien. Alors, nous avons imaginé une gouvernance qui repose sur un trépied, comme vous pouvez le voir. Je vais faire vite. Il y a un comité de liaison qui est chargé de l'harmonisation entre nos deux plateformes, entre effectivement celle de Poitiers et celle de Bordeaux. Un comité de pilotage qui va dresser le bilan d'activité de nos deux plateformes et qui veillera bien évidemment, comme vous l'avez compris, à la cohérence de ce que nous, on va pouvoir mettre en place par rapport à ce qui va être fait sur les territoires, dans les départements, via les PTSM. Et enfin, un comité scientifique qui se consacrera sur les actions de formation et de recherche. Et il sera présidé par une personnalité qualifiée qui sera tout à fait extérieure au dispositif régional et qui reste à désigner par notre ARSNA. Le financement, à un moment donné, il faut bien parler un peu argent. Donc l'ARS est alignée effectivement sur les allocations qui avaient été prévues pour chaque centre régional, à savoir 400 000 €.
Donc, c'est les allocations que l'on va avoir pour 2019 et 2020. En 2021, cette allocation budgétaire sera diminuée de moitié, dans l'attente, nous espérons tous, bien évidemment, d'une nouvelle vague de labellisation de centres régionaux. Donc, voici la composition de nos deux équipes. Je vous laisse la découvrir. En tous les cas, ce à quoi nous nous sommes attachés avec le docteur Voyer, c'est à pouvoir construire des équipes pluridisciplinaires, constituées de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, mais aussi de secrétaires médicales dont le rôle n'est pas négligeable. Lors de ces recrutements, nous nous sommes attachés en fait à pouvoir avoir une pluralité au niveau des compétences et au niveau des expériences, et au niveau des compétences psychothérapeutiques, en fait de pouvoir s'adapter à l'ensemble des publics que l'on va nous demander de pouvoir prendre en charge. On a chacune de notre côté, avec le soutien de nos directions, assuré les missions de secrétariat par redéploiement interne. Le niveau 3, et là je regarde Céline, effectivement va quant à lui disposer d'un petit temps de secrétariat médical, mais surtout d'un équivalent temps plein d'attaché de recherche clinique. On a des liens effectifs avec le CN2R. Le projet, donc, la réflexion que nous avons eue à nouveau cet été sur la réécriture de notre projet fédératif nous ont amené finalement assez rapidement à devoir solliciter les professeurs Bobet et Veva. En tous les cas, nous tenons à les remercier de nous avoir invités, Mélanie et moi, à la première réunion qu'ils ont organisée en juin dernier en marge de la Forcamp, où ils ont réuni les centres régionaux déjà labellisés. Le projet finalisé donc leur a été envoyé avant qu'on l'envoie à l'ARS pour relecture et avis. Et comme vous avez pu le voir sur la diapositive précédente, en fait, nos deux centres régionaux figurent sur le site du CN2R avec les logos que vous avez pu voir effectivement figurer. Donc, au niveau du calendrier de déploiement, donc la cartographie, Mélanie vous a souligné l'importance. On a aussi une demande effectivement du CN2R de pouvoir disposer d'une cartographie assez précise de ce qui se passe sur les territoires, ce qui va nous aider effectivement, je ne vous le redis pas, ce qui se fait dans le cadre du PTSM, mais aussi dans les enquêtes qui ont été faites récemment dans le cadre du Grenelle sur les moyens mis en disposition pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Le CN2R devant effectivement à son tour faire une cartographie de l'existant au niveau du territoire national. Et à plus long terme, enfin plus long terme, mais finalement peut-être pas si long que ça, le CN2R souhaite pouvoir mettre en place un dossier unique auquel, bien évidemment, nous allons participer dans son élaboration. Alors, en termes de prévention, alors bien que la prévention ne figure pas dans les missions que nous a confiées l'ARS, nous avons quand même tenu à nous engager dans ce champ-là et particulièrement dans celui de la prévention des violences conjugales. Alors, je ne sais pas mais si tout le monde est au courant, mais dans le cadre du Grenelle qui est porté par la ministre Marlène Schiappa, a été lancé un fonds qui vise à soutenir toutes les actions, tous les projets locaux en faveur de la lutte contre les violences conjugales. Ce fonds a été baptisé le fonds Catherine. Pourquoi Catherine? Parce qu'en France, on dénombre autant de Catherine que de femmes victimes de violences, et donc vous en connaissez tous une, ce qui vous permet quand même de prendre un peu l'impact de la chose. Il a été doté pour la Nouvelle-Aquitaine d'un budget de 67 000 €, et dans ce contexte, nos deux centres régionaux ont tenu à porter 3 projets. Donc le premier vise à renforcer la prévention des violences chez les jeunes, ce phénomène touchant effectivement de plus en plus le couple et le couple très jeune. Alors pourquoi? Il y a l'impact de la télé-réalité, l'accès direct à la pornographie, d'autres choses aussi qui sont véhiculées sur certains médias, en particulier au niveau musique. Pour ce faire, la contribution d'un jeune réalisateur bordelais qui a déjà fait un petit montage vidéo, en fait un court-métrage de 6 minutes sur anxiété-dépression que l'on a déjà pu voir, va être sollicité pour pouvoir faire quelque chose d'adapté à ce public spécifique et qui pourra s'intégrer à terme dans un montage, enfin dans une série santé mentale.
Donc celui-là a été effectivement retenu dans le cadre du Fonds Catherine et va être financé sur 2019. Le montage vidéo sera libre de droit pour que effectivement les dames de la DRDF puissent l'utiliser, mais aussi qu'on puisse nous le mettre en œuvre sur plein de fonds médias et de le présenter dans les collèges, dans les lycées, voire dans les universités. Le deuxième projet est plutôt soutenu par Mélanie Voyer. Il porte sur la prévention du féminicide en proposant un module de formation à destination des professionnels intervenant auprès des victimes, et il va être centré sur la prévention du passage à l'acte et en fait du risque d'homicide conjugal. Enfin, on en a présenté un troisième qui s'appelle le projet Revie, qui consiste pour l'ensemble des professionnels à pouvoir mettre à disposition des kits et des outils de sensibilisation à destination de l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des victimes en milieu rural. Ça c'est plutôt un champ au niveau départemental, mais c'est le docteur Comon cet après-midi qui vous en parlera lors de son intervention. Alors, on n'a pas encore fait le recensement de tout ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Il se passe beaucoup de choses déjà dans le champ de la formation. À titre d'exemple, aujourd'hui, l'UFR de sciences odontologiques organise une journée à la fac de Bordeaux dédiée à la formation consacrée au dépistage des violences conjugales au cabinet dentaire. Toutefois, on a quelques dates déjà à vous proposer, que ce soit avec le CHU de Bordeaux, Poitiers ou Charles Perrins. Elles sont listées à l'écran. Vous avez dans vos pochettes certains flyers qui vous permettent déjà d'avoir des idées de ce qui va se passer l'année prochaine. Dans ces pochettes et dans votre tote bag, vous avez également des questionnaires d'évaluation. Nous vous invitons vraiment à vous en servir. Alors certes, dire comment vous avez trouvé le café à l'accueil, l'organisation, etc. du congrès, mais aussi pour que vous puissiez nous dire qui vous êtes, dans quelle structure ou dans quelle association vous travaillez, où est-ce que vous intervenez et quels sont vos souhaits et vos demandes en termes de formation et en termes de contenu ou de modèle de formation. Ça va nous permettre, nous, après, en regardant un petit peu, de pouvoir vraiment aller dans une logique de réseau du psychotrauma au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, le docteur Voyer et moi-même, nous vous remercions pour votre attention. Je vais prendre juste une minute parce qu'on a été beaucoup remerciés, je l'ai été tout à l'heure, mais moi je tiens à remercier particulièrement la direction de Charles Perrins qui soutient ce projet depuis des mois, la RSNA et plus particulièrement Madame Lavaux et Monsieur Serre, mes collègues, alors ma collègue Mélanie Voyer et Céline Hatcheto avec qui on a pu travailler, mais je tiens aussi à remercier tout particulièrement l'ensemble de mes collaborateurs du pôle Puma avec qui on travaille sur ce thème-là depuis des mois, la cellule de communication et Monsieur Dubedou, et tous ceux de Charles Perrins qui sont là pour que votre accueil se passe bien. Sans oublier Hélène Verdoux, Manuel Bouvard et Bruno Aouizerat. Merci beaucoup. J'ai oublié le principal, Jean-Philippe Ferrière, qui a passé des nuits l'année dernière pendant l'été à relire notre projet, qui a été encore là cette année. Et donc vraiment, je vous demande vraiment aussi de l'applaudir parce qu'on a un président de CME quand même qui est là. Merci beaucoup Chantal. Tant qu'on est dans les remerciements, puisque vous avez beaucoup évoqué l'université, le rôle de la recherche, je tenais vraiment à remercier le professeur Pierre Dubus, le doyen de l'université, donc le doyen de la fac de médecine, d'être là aujourd'hui. C'est très important pour nous. Merci beaucoup en tout cas, mesdames, pour votre présentation remarquable, où on arrive dans le concret du traumatisme, du psychotraumatisme, avec une multiplicité. On se rend compte de la difficulté qu'a représenté votre travail, votre union. Je prends à cet exemple votre diagramme incroyable d'une richesse symbolique qui était cette diapositive avec la multiplicité des structures, où je me dis, mais quel travail pour réussir à unir et rassembler le travail de tant de structures multiples et variées, complémentaires et parfois rivales, finalement, donc une difficulté d'association, un maillage remarquable. Voilà ce que me suggérait. Je vais vous poser une question, mais je laisse la parole à ma collègue en amont. Oui, merci beaucoup à vous deux pour votre présentation qui est fort intéressante. Et j'ai juste une petite question. Je voulais savoir comment vos deux équipes, finalement, allaient travailler ensemble. En plus de ce que vous nous avez présenté, quel est votre lien, le lien qu'il va y avoir entre les deux équipes, finalement, des plateformes Nord et Sud?
Finalement, ce lien, il est quasiment, alors pas quotidien, mais il est extrêmement régulier. Donc ça va être des échanges à la fois informels sur des appels téléphoniques et puis des échanges mails, mais ça va être également des rencontres qu'on va formaliser. On n'a pas encore défini à quelle régularité, mais de façon à se rencontrer, voir que chacun a déjà mis en place sur son territoire, comment ça avance, les difficultés aussi qui peuvent être rencontrées. Donc ça va être vraiment quelque chose de, à mon avis, extrêmement fluide, ça l'est. Donc ça va continuer à l'être. Et après, on n'a pas encore formalisé les réunions et comment ça allait se passer, mais de toute façon... Voilà, ce lien-là est vraiment, c'est l'idée. Alors on a commencé à réfléchir à l'idée de peut-être des postes de coordinateurs aussi pour nous accompagner, parce que, on l'a vu, c'est quand même vaste, c'est un territoire qui est large, qu'on a chacune aussi d'autres missions à côté, et puis qu'il y a aussi une mission de soins sur le territoire. Donc avoir un professionnel qui va peut-être se charger de la coordination donc pour chaque plateforme, ça nous aidera aussi à faire ce travail de mise en réseau et de soutien aux réseaux locaux. Donc il y a encore des choses à imaginer au fur et à mesure de la mise en place des dispositifs. Les choses se sont faites naturellement. Cet été, on a travaillé de concert et sans aucune difficulté entre Bordeaux et Poitiers, bien que l'année dernière, finalement, on avait présenté 2 projets qui étaient peut-être un peu en compétition. Enfin, oui, en compétition, il faut bien le dire. Mais ça n'a pas entaché du tout notre volonté, à Mélanie et à moi, de pouvoir avancer sur ce dossier-là de manière concertée. Après, on ne va pas être sur la route non plus tout le temps, mais on a maintenant des outils qui vont nous permettre de pouvoir nous voir régulièrement en visio, et puis de pouvoir aussi se tenir au courant de ce que l'une fait et l'autre de ce qu'on... On ne va pas réinventer la roue à chaque fois finalement, donc c'est aussi ça l'intérêt. C'est très satisfaisant, je pense, de voir. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir que les choses ont évolué dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, ce n'était pas forcément le cas. Donc, je pense que cette dynamique-là régionale, et moi aussi, j'en profite pour remercier l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a permis ce lien et cette mise en action, en fait, parce que c'est vrai que c'est important qu'on puisse percevoir là aujourd'hui à quel point vous pouvez travailler ensemble et que ça va être quelque chose qui va permettre effectivement de bien mettre en place ce qui est demandé, je pense. Merci de votre travail. Petite question peut-être, mais peut-être un peu plus technique. On a vu une épidémiologie un peu effrayante, mais en même temps très significative, qui a été évoquée par Mélanie. On pense aux mauvaises attitudes, mauvais réflexes, mauvaises pratiques. Moi, je me demandais, dans la multiplicité de ces psychotraumatismes et ce qu'on appelle les traumas complexes, quelle modalité, quelle orientation dans la prise en charge des traumas complexes peut-être? Est-ce que quelque chose a été évoqué finalement dans la gravité, une échelle de gravité entre les traumas et dans les formes complexes, peut-être sur des personnalités vulnérables antérieures, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été évoqué à ce propos? Juste une petite réponse. Par rapport à ce que disait le professeur Bobet ce matin, on est toutes les deux d'accord avec Mélanie que l'on va prendre tous les traumas. On a toutes les deux un niveau 1 de proximité à assurer, donc pour Poitiers, pour Charles Perrins, sur le territoire de Charles Perrins. Et après, pour des traumas dits plus complexes, plus compliqués, on va mettre en place, on réfléchit à des moyens d'adressage, de sollicitation effectivement du centre régional, avec des RCP, des choses comme ça, mais comme ce qui se fait déjà dans d'autres champs de la psychiatrie. Mais en tous les cas, on ne fermera pas la porte. Et je vous parlais aussi tout à l'heure après de liens. Alors moi je vais parler pour Bordeaux, je laisserai Mélanie répondre pour Poitiers, mais pour Bordeaux on a la chance d'avoir nos collègues de Robert Piquet qui ont quand même une expertise dans ce domaine-là aussi dont on va pouvoir tirer profit, nos collègues aussi du privé de Capcivy. Donc il y a tout ça aussi, il y a toute cette dynamique-là qui va pouvoir avoir pleinement place dans le dispositif. Bonjour, je suis Claude Sturm, je suis pédopsychiatre. Et j'étais un petit peu, alors peut-être que vos diapositives sont passées très vite, mais sur Bordeaux, il y a eu quand même le COVA qui ont
a été un des premiers centres d'accueil au niveau des victimes que vous n'avez pas du tout. Enfin, il y a eu beaucoup de sigles, mais pas celui-là. Est-ce que c'est une raison particulière? Est-ce que ça sera cité plus tard? Alors, tout à l'heure, j'ai cité ma collègue Karine Dabadi. Elle a rejoint Bordeaux l'été dernier, mais elle a été intégrée directement et d'emblée dans les travaux menés dans la priorité 4 et dans le groupe violence conjugale. Elle est là, elle interviendra cet après-midi. Et en fait, sur le diagramme qu'a présenté Mélanie, vous avez effectivement les unités de médico-judiciaires qui figurent. Alors après, on n'a pas tout personnalisé parce que c'était quand même, comme Jean-Philippe Léferrière l'a dit, c'est large le champ des acteurs. Donc ce diagramme, c'est Charles-Henri Martin qui l'a fait l'année dernière dans le cadre de l'appel à projet. Il a la volonté de clarifier et de regrouper en fait les différents acteurs par couleur, par type de champ de compétences. Donc en tous les cas, Karine Dabadi pour Bordeaux, bien évidemment le COVA et le CHU de Bordeaux ont un rôle non négligeable et pionnier dans cette histoire-là. Ils sont pleinement associés et comme le disait Guillaume Veva tout à l'heure, on ne va pas pouvoir avancer sans eux. Je vais peut-être m'autoriser une question. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Guillaume Veva tout à l'heure sur l'importance d'intégrer des pères aidants et des patients experts dans le processus. Donc, nous sommes très engagés actuellement, je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire de Bordeaux, dans l'intégration justement de pères aidants et de médiateurs de santé pères avec une maison des usagers, ça fait partie des projets quand même phares de l'hôpital Charles Perrins. Comment vous avez intégré, ou est-ce que vous avez un début de réflexion sur l'intégration de médiateurs de santé pères ou de patients experts à votre niveau? C'est Limoges qui est le plus engagé actuellement, probablement, justement, on en parlait avec le président, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est Limoges qui est le plus engagé dans le processus localement. Alors, on s'est posé la question, non, mais on s'est posé la question pour ces journées de savoir, et Madame Lavaux m'avait interpellée sur cette question-là. Je pense qu'on n'était peut-être pas mûrs encore, et on s'est dit que finalement, pour avoir des témoignages de personnes ayant été exposées à des traumas, on allait peut-être commencer d'abord par prendre des professionnels qui puissent venir témoigner. Et c'est pour ça que demain, dans la table ronde, il y a une association de militaires qui sera là. Parce que on n'était pas mûrs. C'était une question, mais je pense qu'il faut qu'on en discute. On en avait un peu discuté avec Guillaume et Thierry lors de nos précédents échanges. Moi, j'ai besoin de mûrir sur la question, mais aussi parce que d'abord, je pense qu'il faut qu'on ouvre et qu'on voit comment ça va se passer. Et après, je pense que les choses vont se faire tout seuls et qu'ils vont nous tenir la main finalement. Oui, et puis je crois, juste pour rajouter, ce qui est compliqué, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le psychotraumatisme, c'est extrêmement vaste, extrêmement variable. Alors on peut avoir des victimes de violences conjugales, mais également des victimes d'actes de terrorisme et puis des victimes d'AVP. Et donc on n'est pas face aux mêmes problématiques et à la même clinique et aux mêmes besoins. Et c'est là où c'est compliqué aussi. Quel type de patient... Voilà. Et je crois que c'est effectivement quelque chose à réfléchir. Sur le deuil. Mais le deuil est un... Voilà, le deuil est une... Thierry, tu voulais réagir, je te laisse. Très vite, c'est effectivement très compliqué. Il faut qu'on trouve de nouveaux modèles de partenariat avec le public. Parce qu'une fois de plus, ce ne sont pas forcément des patients, ils ne sont pas forcément malades. Et même pour ceux qui ont des troubles constitués, notre projet ne peut pas être de les fixer dans la chronicité. Donc, contrairement au diabète ou à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires, où on sait qu'on part avec une vie à gérer la maladie, là, on espère bien que pour la plupart d'entre eux, au bout de quelques mois ou de quelques années, ils ne se sentent plus victimes. Mais dans le processus de résilience, voilà. Non, être il faut trouver d'autres témoin modèles ensuite. un peu différents. Oui, tout à fait. Ouais.